La 8K, est-ce que c'est une révolution technologique en termes de production ou de confort de visionnage, ou alors juste une évolution marketing pas spécialement utile? Sans donner de réponse arrêtée et définitive, on va quand même essayer d'apporter un élément de réponse. Salut à tous, salut à toi. Tout d'abord, rendons à César ce qui est à César. Et pour préparer cette vidéo, je me suis appuyé sur deux masterclass sur le sujet. L'une faite au Paris Image 2020 intitulée « La 8K, est-ce bien raisonnable ?» et l'autre faite pendant la Satis 2019 intitulée « Les enjeux de la 8K ». Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, les vidéos sont dans la description. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la 8K ? C'est une définition de 7680 par 4320 en 16 neuvième, soit plus de 33 millions de pixels. Une image 8K, c'est 4 fois une image 4K et 16 fois une image 2K. A noter qu'actuellement, la très grande majorité des diffusions a pour standard le 1920 par 1080, qui est de la 2K en 16 neuvième, soit une définition 16 fois plus petite que la 8K. Maintenant, je vous propose de briser quelques croyances qu'on pourrait avoir sur la 8K. Parlons des capteurs 8K, qui sont des capteurs capables en théorie d'enregistrer une image vidéo avec une définition de 8K. Il est important de comprendre que la taille du capteur ne correspond pas à la définition maximum qu'il peut enregistrer. Je vous laisse regarder cette image où on voit plusieurs capteurs de différentes caméras. La Venice, qui fait du 8K, a pourtant un capteur plus petit que l'Alexa LF65 qui, elle, ne fait que du 6K5, qui reste déjà très bien. Une taille de capteur X peut capturer autant de pixels, voire plus, qu'un autre capteur qui serait plus grand que X. En fait, à nombre de pixels similaires mais à taille de capteur différent, c'est la taille des photosites qui va jouer. Pour rappel, les photosites, ce sont des puits de lumière qui servent à transformer les photons en signal électrique, puis ensuite à créer l'image vidéo. Donc, à nombre de pixels égal, le plus gros capteur aura des plus gros photosites et offrira en théorie, un meilleur traitement de l'image, que ce soit en termes de sensibilité ou alors de dynamique. Autre croyance importante à briser, la qualité d'une caméra n'est pas sa définition. Alors oui, c'est un élément à prendre en compte dans le choix de sa caméra, mais honnêtement, pas forcément le plus important. Des critères comme la sensibilité, la dynamique ou alors le rendu des couleurs seront souvent plus importants que la définition. Si on prend la première Alexa, par exemple, qui a des qualités esthétiques similaires à l'Alexa Mini, mais qui fait pas du 4K, et qu'on la place à côté d'une FS7, qui, elle, fait du 4K, je pense, sauf contrainte particulière, que la très grande majorité des chefs op choisiront de tourner avec l'Alexa. Si vous êtes chef op, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. D'ailleurs, je suis sûr que autour de vous, vous avez des personnes qui font l'amalgame avec nombre de K est égal à qualité, qui se disent « Ok, si ça fait du 4K, c'est forcément bien ». Sauf que maintenant, la définition 4K d'enregistrement d'une caméra, c'est devenu une norme et n'importe quelle caméra sortie il y a moins de 3 ans fait du 4K, en tout cas en 25 ou en 30 images par seconde. Après, certains me diront, bah ouais, mais plus il y a une grosse définition, plus on a un piqué qui est sharp. Et c'est vrai. Sauf que justement, cette définition très sharp est quelque chose, en tout cas en fiction, qui essaye d'être cassé par beaucoup de chefs opérateurs, que ce soit par l'utilisation de vieilles optiques ou alors de filtres. En fait, c'est les fabricants de télévision, pour justifier l'innovation et la sortie de nouveaux produits, qui ont amené cette notion de 4K puis ensuite de 8K. Sauf qu'on peut vraiment se poser la question de l'utilité de cette 8K. On va parler de résolution, qui correspond au nombre de pixels par pouce qu'un écran contient. Pour calculer ça, on divise la définition en pixels par la taille en diagonale de l'écran. Elle s'exprime en dpi en anglais ou alors en ppp en français qui veut dire pixels par pouce. À partir de 300 ppp, c'est quasiment plus différenciable. Mais certains vont même dire qu'à partir de 150 ppp ou dpi, c'est très compliqué. Surtout que la distance de visionnage joue également un rôle dans l'appréciation de ces dpi. Si cette notion de définition et résolution n'est pas claire, je vous invite à voir l'épisode intitulé Définition versus révolution où j'entre un petit peu plus en profondeur dans ces deux notions. Maintenant, je vous propose de faire un petit exercice. On va calculer le nombre de ppp pour une image 8K sur un écran de 65 pouces, qui est quand même quelque chose d'assez énorme, et on va voir ce que ça donne. Ici, on a 134 ppp, ce qui est assez gros, et surtout, on voit que la distance optimale de vision est de 75 cm. Mais au final, personne ne regarde un écran aussi gros à cette distance. Je pense qu'en réalité, on est plutôt sur une distance minimum de 2 mètres, voire plus 3, 4, 5 mètres en fonction de la place qu'on a dans son appartement ou sa maison. Donc au final, à moins d'avoir une très grosse télé et de la regarder de très près, le gain de qualité est pas si visible que ça
en 8K. Et du coup, diffuser une image 8K sur un portable, ça semble pour le coup ne pas faire sens du tout. Peut-être sur un très grand écran, pour des événements sportifs ou alors pour du documentaire nature, qui sont d'ailleurs les deux gros genres où la 8K se développe, mais la météo ou le journal de 20h en 8K, ça semble relativement overkill. La Warner a d'ailleurs fait des tests de comparaison 4K et 8K auprès de professionnels de l'image. Alors j'ai malheureusement pas vraiment trouvé trop d'infos à ce sujet-là, mais a priori, il n'y avait pas de réelle différence notable, et parfois la différence n'était pas sentie. Après, j'ai vu aussi une autre source contradictoire où on aurait fait des tests à Roland-Garros auprès des spectateurs, et là la différence était sentie. Mais bon, a priori en termes de pure diffusion, pour l'instant, on est dans quelque chose d'assez limité. Après, c'est sûr que d'un point de vue marketing, pour le client lambda qui s'y connaît pas spécialement en vidéo, il va se dire bah oui, 8K c'est forcément 2 fois mieux que la 4K. Donc si j'achète une télé 8K, j'aurai une télé qui est 2 fois mieux, ce qui n'est pas vraiment le cas en pratique. La 8K, c'est lourd, beaucoup de stockage, l'ordinateur et les serveurs qui fonctionnent à plein débit, et puis aussi si on veut de la 8K, eh bien logiquement c'est toute la chaîne de production qui doit être conformée en 8K. Donc de la captation en passant par le montage, l'étalonnage, la diffusion, et il faudra bien sûr donc du coup avoir un gros débit et une grosse fibre, et surtout un écran adapté. Tout ça, en termes d'empreinte carbone, même si je suis pas forcément un expert, ça reste, à mon avis, plus important que l'empreinte carbone de la Full HD et même de la 4K. Alors pour l'instant, on a été assez dur avec la 8K, mais il y a quand même du bon avec cette technologie, et comme dit le vieil adage, il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Déjà, qui dit captation en 8K ne veut pas forcément dire diffusion en 8K. Et du coup, filmer en 8K donne une vraie marge de crop. On le rappelle, 4 fois en 4K et 16 fois si vous diffusez en Full HD, qui est actuellement le standard majoritaire de diffusion. Et même si tous les projets n'ont pas besoin d'une telle marge de crop, ça peut faire sens pour certains projets. Par exemple, dans mon cas, on prépare un projet qui a pour objectif d'être un court-métrage qui reprend un petit peu les codes visuels des animés japonais. Et là, la 8K, elle aura un réel avantage. Ça va nous permettre de nous déplacer facilement dans l'image, comme on pourrait le faire avec un animé qui, lui, se déplace dans l'image qui est vectorielle. Après, attention, si vous croppez en 8K, il faudra absolument faire des essais cam sérieux avant pour anticiper tous les problèmes qu'il peut y avoir. Il faudra aussi s'assurer d'avoir des optiques avec un bon piqué et avec peu d'aberrations chromatiques, et puis également faire attention au réglage de votre profondeur de champ, et puis aussi s'assurer que la montée en bruit des noirs n'est pas trop violente. Outre le potentiel artistique de la 8K, sur certains projets, il peut y avoir également des opportunités pratiques. Par exemple, la NHK, qui est le groupe public de télévision au Japon, et d'ailleurs qui est très proactif sur la 8K parce qu'elle a déjà diffusé de la fiction et du sport, des combats de sumo pour être plus précis, elle entend aussi faire d'autres choses avec, et notamment de la prévention des risques. Grâce à la 8K et à la photographie aérienne, il constate qu'on peut déceler avec précision des fissures dans le sol, parce qu'au Japon il y a beaucoup de séismes et voilà. Et du coup ça va leur permettre d'anticiper les signes de catastrophes à venir, ou alors d'analyser en aval le pourquoi des catastrophes survenues. Et du coup cet exemple, il montre bien que la 8K pourrait avoir d'autres impacts autres que la diffusion grand public dans des domaines comme la vidéosurveillance, les nanotechnologies et également le gaming et peut-être d'autres. Enfin, laissez-moi vous parler de Pixellot, qui est une société qui a créé une caméra broadcast ayant pour objectif de proposer un multicam, mais à partir d'une seule caméra. Je pense d'ailleurs que je vous en reparlerai parce que moi je trouve le principe juste incroyable. Cette caméra, grâce à l'intelligence artificielle et à la 8K, elle va pouvoir proposer à partir d'une seule caméra, et je trouve ça juste trop génial, plein d'angles de l'image très large pour pouvoir faire un montage multicam. Je vais essayer de les contacter et pourquoi pas tester le produit parce que moi je trouve ça juste incroyable en termes d'innovation. On arrive à la fin de cet épisode, on peut conclure en disant que beaucoup d'experts pensent que la 8K offre certes des opportunités sur le plan artistique, mais aussi sur le plan technologique, mais que c'est a priori en rien un futur standard de diffusion. C'est juste un outil qu'il faut continuer à développer, mais certainement pas THE outil. Merci en tout cas de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous inviter à exploser le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme à la fin de chaque vidéo, on vous propose de télécharger un guide. Aujourd'hui, c'est le petit guide technique du vidéaste. Et justement, dans ce guide, on va parler de beaucoup de choses techniques, parce que la technique vidéo, c'est pas forcément clair pour tout le monde, mais en fait, quand on s'y met, ça devient beaucoup plus simple et ce n'est pas si compliqué qu'on pourrait le croire. Donc je vous invite à télécharger le petit guide si ce n'est pas encore fait. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!